Le centre de l'échiquier, à la croisée des lignes des cases noires et blanches, est à la fois présent et invisible. Les deux armées sont face à face, comme dans un miroir. C'est la voix intérieure du guerrier, le combat entre l'ombre et la lumière. Vainqueur ou vaincu, le joueur reste impassible. Il sait qu'il joue contre lui-même. Un musicien, un compositeur, c'est en fait une sorte d'architecte des sons. Un musicien crée un espace sonore. Il y a l'espace du dehors et l'espace du dedans. L'espace du dehors, c'est l'architecture sonore qui entoure l'auditeur. L'espace du dedans, c'est la résonance spirituelle, le contenu intérieur de la musique. Et une œuvre qui est vraiment réussie touche l'auditeur des deux manières. L'art sacré a un but, ce qui n'est pas toujours le cas de l'art profane. Quel est le but de l'art sacré? C'est d'éveiller. Pour éveiller, il faut atteindre le cœur de l'être, il faut atteindre l'unité. Donc le musicien a un travail sur le corps, un travail sur le sentiment et un travail sur le mental, souvent en relation avec une architecture sacrée où s'expriment ces trois formes d'énergie. À ce moment-là, si le musicien lui-même fait un travail, qu'il arrive à être dans cet état d'énergie, d'unité, ou de commencement d'unité, et que les sons, les résonances, les vibrations vont toucher à la fois la réalité physique, le corps de l'être humain, d'une manière égale partout, vont toucher le sentiment, peut-être à travers les lignes mélodiques, les intervalles, et vont toucher aussi l'intellect, à travers la construction mentale, architecturale, les lignes géométriques, les symboles. Alors, les trois serviteurs, ce qu'on dit dans l'Évangile, les trois serviteurs, les trois fonctions de base de l'être humain qui écoute cette musique sont touchés. Et à ce moment-là, il y a une forme d'attention beaucoup plus fine, beaucoup plus libre, sans association de pensée, qui commence à s'installer. Et l'être est touché dans un peu dans sa totalité. Il y a un commencement d'unité qui commence à apparaître chez celui qui écoute. Et parce que ce commencement d'unité commence à apparaître, la nostalgie de l'unité oubliée, l'unité perdue se réveille. Et le sens de l'art sacré, pour moi, c'est cela. C'est de réveiller les souvenirs de l'âme. Pour nous, musiciens, c'est important de se sentir relié à une tradition vivante à travers les siècles. Mozart, c'est le grand frère, mais Bach, c'est le père.
Ce que j'apprécie particulièrement dans la musique de Bach, c'est cette rencontre, cette confrontation, cette complémentarité entre le continu et le discontinu. La main gauche a une sorte de régularité implacable, quelque chose d'immuable, une respiration tranquille. C'est comme un centre de gravité, une architecture verticale. Et cette tranquillité est extrêmement importante pour accueillir la main droite. Les Chinois diraient la main gauche évoque la terre et la main droite chez Bach évoque le ciel. C'est l'inattendu, la fantaisie et une certaine inégalité dans la succession des notes, tout en étant réparties d'une manière harmonieuse. Et c'est cette inégalité qui apporte la vie. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Passion du Christ, conforte-moi. Ne permets pas qu'on me sépare de toi. À l'heure de la mort, appelle-moi et ordonne-moi de venir à toi. Ce texte est très émouvant, profond. Il est extrait d'un poème mystique, une litanie franciscaine du XIIIe siècle. Cela m'entraîne vers une écriture inspirée par les liturgies russes, les rituels byzantins, les cérémonies bouddhiques. Je me trouve à la croisée de plusieurs mondes, Orient et Occident, christianisme et bouddhisme, tradition et modernité, romantisme et sacré. Ce qui m'intéresse dans cette rencontre entre le chœur et les bols rituels du Tibet, c'est que ces bols viennent d'une civilisation millénaire tibétaine, mais qu'ils expriment aussi pour moi la coupe sacrée, la coupe chrétienne, celle qui a recueilli le sang du Christ, c'est-à-dire le Graal. Souvent, un passage est chanté, la première fois mezzo forte, la deuxième fois pianissimo, comme un écho. Ici,
il s'agit d'exprimer musicalement deux types d'énergie différentes. La première fois, l'énergie est manifestée vers l'extérieur. La deuxième fois, en écho, l'énergie est tournée vers l'intérieur, vers la prière. Mon premier professeur, c'était mon père, Serge Petit-Girard, merveilleux pianiste, élève de Cortot et Livnat. En fait, j'étais tout le temps fourré à quatre pattes sous le piano et j'ai su lire la musique avant de savoir lire les lettres. Et je me souviens d'une anecdote, d'une chose qui m'avait vraiment frappé et qui était vraiment extraordinaire. Mon père m'emmène, je devais avoir 7 ou 8 ans, ce qu'on appelait la salle Cortot, où Alfred Cortot donnait un récital, avec en particulier des œuvres de Chopin et de Schumann. J'ai un souvenir de Papillon de Schumann, où il jouait avec une espèce d'élégance, on avait l'impression qu'il flottait au-dessus du piano, c'était merveilleux. Et puis il a attaqué une étude de Chopin, et l'étude de Chopin, il l'a jouée en boucle 3, 4, 5, 6 fois. Et alors, je vois mon père se penche vers moi, à mon oreille, il me dit « Tu vois mon petit, il a un trou de mémoire, il ne trouve pas la sortie, il ne trouve pas la fin. Mais ce qu'il fait là, il faut pouvoir le faire. » Et ça m'est toujours resté de Cortot jouant en boucle, comme un cheval dans un cirque qui n'arrive pas à trouver la sortie. Et puis à un moment donné, il a plaqué un accord parce que... Mais déjà, rien qu'à jouer une fois, c'est terrible. Mais alors, 3 ou 4, c'était extraordinaire. Ce soir, je vais au théâtre du Grand T à Nantes, assister à la générale du spectacle Géométrie de caoutchouc d'Aurélien Bory. C'est toujours excitant pour un musicien de voir le résultat d'un travail de collaboration pendant des mois. Ce travail de collaboration, il a été sur 2 plans, le plan artistique, mais aussi avec un lien d'amitié et de complicité. Et quand il y a cette amitié avec un metteur en scène, la confiance naît. Et avec cette confiance, on peut aller beaucoup plus loin. Ce qui est fascinant dans ce spectacle, c'est l'existence d'un chapiteau manié par des cordes, par des acteurs, qui est lui-même la réplique exacte du très grand chapiteau dans lequel il est contenu. Ainsi, je reviens à cette notion d'architecture, entre le bas et le haut, entre le petit et le grand, et une sorte de relation verticale apparaît entre ces 2 plans. Ça me rappelle tout à fait l'architecture sacrée, où l'homme et où l'artiste
peut être un médiateur entre le bas et le haut, entre la terre et le ciel. Donc Géométrie de caoutchouc, j'ai voulu l'écrire à base d'improvisation des acteurs. C'était important. Je faisais toujours un petit peu d'improvisation dans mes spectacles précédents, mais là particulièrement, je voulais que la matière de base, parce que c'était dans mon sujet, qui est la malléabilité géométrie de caoutchouc, d'un point de vue scénographique, mais aussi d'un point de vue chorégraphique, la malléabilité. Et on a travaillé beaucoup à partir d'improvisation. Et il était clair par rapport à la musique, dès le départ, que Alain assisterait aux répétitions. Pour moi, c'était extrêmement important, et pour lui aussi, qu'il s'inspire de la scénographie, de l'espace et de ces fameuses improvisations. Et il a à son tour improvisé des jours durant. On prenait bien garde à enregistrer tout ce qu'il faisait, donc ça a été des heures et des heures de musique qu'on réécoutait ensuite. Mais ce qui est fou, c'est que c'est dans ces jours-là d'improvisation, et des fois sans que je m'en rende compte, c'est en réécoutant les choses qu'on s'en rendait compte, que se sont dégagés les axes forts de la composition de la musique pour Géométrie de caoutchouc. Dans le studio, il a fallu refaire la musique, on ne pouvait pas la laisser à l'état d'improvisation. Et là, s'est produit une chose fantastique, c'est que, vous savez, dans les improvisations, il y a des moments de grâce, difficiles à reproduire en studio. Et là, Alain a sublimé certains morceaux. Pour écrire la musique de ce spectacle, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir être avec un piano à l'intérieur du chapiteau pendant plusieurs semaines. J'ai pu voir les mouvements des acteurs, sentir l'atmosphère du spectacle et écrire une musique de scène comme j'ai vraiment envie de le faire, c'est-à-dire une relation juste avec le mouvement et en même temps servir l'œuvre sans imposer quoi que ce soit. On a gardé un morceau qu'on n'a pas rejoué en studio, qu'on n'a même pas cherché à rejouer en studio. C'est une improvisation, un jazz, quasiment piano-bar. Et ce qui est drôle, c'est que le jour où il l'a composé, il s'est retourné vers moi en me disant « Aurélien, qu'est-ce que tu en penses ?» Et puis moi, je dis « Mais comment ? Je n'ai pas d'endroit pour mettre ce type de morceau. » Puis ça tranchait complètement avec la musique, je dirais, minimaliste, épurée d'Alain, pleine d'air. Là, c'était complètement autre chose. Et je ne voyais pas d'endroit. Et quelques jours après, je vois Alain qui est seul dans le chapiteau avec l'ingénieur du son et qui écoute ce morceau. Et je l'ai entendu avec ses oreilles. Je l'ai aimé. Et m'est venue l'idée de le mettre à un endroit du spectacle qui est quasiment au sommet de cette scénographie, un endroit où ça convient parfaitement. Et ce morceau, c'est devenu presque, pas l'emblème d'une certaine manière, mais c'est cette musique qui a fait la scène.
Je pense à nouveau à ma première leçon enfant avec Annette Boulanger, à son exigence pour avoir une attitude intérieure juste et aussi une très bonne attitude avec le corps devant le piano. J'avais préparé très sérieusement un prélude et une fugue de Bach que je pensais lui jouer. En fait, pendant plus d'une heure, je n'allais pas plus loin que les premières notes. Mais comment es-tu assis? Tu ne peux pas commencer à jouer en n'étant pas droit sur ta chaise. Sois conscient de ton attitude. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qui se passe quand je vais attaquer ça? Je percevais à la fois son exigence et sa bonté. Et quelqu'un, contrairement à de nombreuses grandes personnes, prenait la peine de m'expliquer chaque fois ce qui n'était pas juste et pourquoi il fallait recommencer. Pour transmettre quelque chose à un enfant, il faut être juste. Alors l'enfant ne se sent pas jugé, il accepte et il comprend. En fait, je compris beaucoup plus tard qu'à l'âge de 10 ans, c'était en fait ma première leçon de yoga. Comment être présent dans la vie, comment être présent devant un piano, avec le corps, le sentiment et le mental. J'arrive à un âge où il y a le désir et la nécessité de transmettre. Je pense à ce qu'écrivait Caroline Carlson dans Troisième millénaire. Je ne peux pas garder pour moi-même ce que j'ai compris. J'ai envie de partager. Mon maître était très généreux, il donnait tout. C'est aussi ma personnalité. Je donne tout. Et c'est beau de voir les yeux de quelqu'un s'illuminer. Ça y est, quelque chose est passé, a été compris. À Lillebonne, quand j'étais en face de tous ces jeunes lycéens, je sentais qu'ils attendaient quelque chose de moi qui n'était pas clair pour eux, mais qui était essentiel. Alors, dans ma relation avec eux, je me suis vraiment posé le problème en tant que musicien, mais en leur expliquant que ça pouvait être valable pour tout autre métier. J'ai essayé d'éveiller chez eux la notion de responsabilité, qui est sans doute une des plus importantes dans la vie. Et je leur posais la question comme je la pose à moi-même. Un musicien est-il, se sent-il responsable des vibrations sonores, de la qualité des musiques qu'il envoie et même impose parfois aux spectateurs? Comment comprendre notre place dans la société? Être musicien est-il un privilège? Quel est mon but? Est-ce qu'un musicien doit faire des choix, s'engager dans certains contextes politiques, ou bien doit-il rester à l'écart? Un musicien peut-il échapper à la mode? Est-ce que nous sommes réellement libres de ce que les autres pensent de nous, dans notre art comme dans la vie? Et j'ai essayé tout au cours de cette rencontre d'éveiller vraiment leur intérêt pour une manière d'écouter le son, de le sentir résonner à la fois dans le corps, dans le mental, dans l'être tout entier, et sentir que pour pouvoir écouter l'autre, il faut développer une certaine attention, l'attention étant, comme disait Krishnamurti, le premier degré de l'amour. Et puis il y a le home qui envahit doucement le corps. C'est pour ça que je dis que la musique est une nourriture. Dans la création artistique, un musicien est en relation avec beaucoup d'aspects, techniques, poétiques, etc. Mais il y a aussi une relation par moments avec un monde complètement magique, où on est proche de la parapsychologie ou de la synchronicité. Et là, c'est extrêmement difficile, cet aspect magique, de le communiquer aux autres, parce qu'ils vous prennent un peu pour un fou ou un illuminé. Je comprends l'intérêt, la passion de Messiaen pour les oiseaux. Je me souviens qu'à Fontainebleau, le dernier jour de la mise en loge, nous étions 6 et nous devions chacun rendre une partition de 20 minutes qui allait être jouée par l'orchestre du conservatoire.
On était tous un peu tendus, fatigués, autour d'une table ronde, et voilà qu'une mésange très jolie rentre par la fenêtre et se pose sur la table. Et il y en a un qui dit « Ah ben, l'assiette dans laquelle il ira manger, c'est celui-là qui aura le premier Grand Prix de Rome. » D'un seul coup, on a beau rire, on était complètement superstitieux, tous tendus, à suivre la mésange des yeux, qui est venue se poser dans mon assiette, et effectivement, j'ai eu le premier Grand Prix de Rome cette année-là. De là à penser que j'étais prédestiné, c'est pas du tout un pas que je vais franchir, mais je dirais, je n'en parlerai pas ici, que j'ai eu beaucoup d'événements magiques et de communication avec les oiseaux, et les oiseaux me sont vraiment des êtres extrêmement sympathiques. C'est passionnant pour moi, en tant que musicien, de travailler la même année sur deux architectures qui sont des architectures audacieuses de tissu, aussi différentes que le chapiteau carré du spectacle d'Aurélien Bory et la sphère géante d'Anish Kapoor à l'intérieur du Grand Palais pour l'exposition Monumenta. Je me tiens debout, émerveillé, devant cette sphère géante, cette immensité qui me rappelle des paysages des Pyrénées, et j'essaye d'imaginer comment je vais pouvoir faire résonner des musiques à l'intérieur de cet espace. Il y a toutes ces courbes féminines, ces couleurs rouges qui englobent, qui enserrent complètement l'auditeur, le visiteur, et il y a quelque chose de très féminin, comme si j'étais à l'intérieur d'une matrice. Nous avons l'impression d'être réunis dans une sorte d'œuf cosmique qui nous protège, nous contient avec bienveillance. Cette proximité permet une communion exceptionnelle qui se prolongera tard dans la nuit. Il est des vies qui durent un instant, leur naissance. Il est des vies qui durent 2 instants, leur naissance et leur mort. Il est des vies qui durent 3 instants, leur naissance, leur mort et une fleur. Roberto Juarez. À travers mon chemin de musicien, j'ai la chance de pouvoir suivre plusieurs activités, principalement la composition, les récitals de piano, et puis aussi des récitals avec les bollywoodiques du Japon ou du Tibet. Je pense que le fait d'être à la fois compositeur et interprète apporte une sorte de vision beaucoup plus enrichissante. Composition et interprétation sont complémentaires.
Comme Debussy, je pense qu'il y a une relation dans l'art entre la musique et la nature, les paysages, les bruissements du vent, la pluie. Je me souviens, j'ai eu la chance de travailler avec Peter Brook lorsque nous avons fait la création de la conférence des oiseaux au cloître des Carmes à Avignon. J'étais sur scène avec tout mon instrumentarium de cloches et de gongs. Et il y a toujours des moments complètement magiques dans le spectacle, complètement irrationnels, inattendus. Alors Peter a ce don, avec quelques bâtons et quelques tissus, d'arriver à recréer tout un paysage et tout un monde. Et je me souviens toujours des comédiens qui étaient en file indienne, et le premier avait un bâton avec un tissu, et d'un seul coup les paroles qui venaient c'était « Je ne peux plus avancer, c'est trop difficile, le vent se lève et la pluie tombe ». Et juste à ce moment-là, le vent s'est levé et quelques gouttes de pluie sont tombées. Et la foule entière, d'une seule voix, a fait « Oh !» Et ça, ce sont des moments magiques, privilégiés dans le spectacle. Et on ne peut jamais les provoquer, il faut les mériter, et il faut les laisser venir, il ne faut pas les chercher. Nietzsche, le philosophe, l'écrivain, était également très connu en tant que pianiste et en tant qu'improvisateur et aussi en tant que compositeur. Il était d'ailleurs très ami avec Clara Schumann. Pour Nietzsche, la musique était essentielle, vitale. Il parlait souvent de la troisième oreille, qu'il lui arrivait de nommer « oreille de mon amour ». On me demande souvent pourquoi j'aime jouer en particulier les musiques pour piano composées par des écrivains. Nietzsche, Pasternak, Gurdjieff. Musiques souvent qui sont peu connues du grand public. Ces musiques me fascinent parce qu'elles font apparaître quelque chose de mystérieux qui est de l'ordre du destin. Pourquoi un homme choisit à un moment de sa vie une voie, la littérature, plutôt qu'une autre, la musique? Dans notre époque, nous ne considérons toujours que deux forces opposées. Gentil et méchant, blanc et noir, jour et nuit, le 0 et le 1. Il me semble que toute tentative d'aller vers un art sacré et d'aller vers une totalité demande l'introduction d'une troisième énergie qui est une sorte de force conciliatrice que les traditions appellent d'ailleurs l'amour entre ces deux forces opposées. En musique, on ne considère que le son et le silence. Pourtant, entre la résonance et le silence qui suit, il y a une sorte de passage, et c'est dans ce passage que demeurent la richesse et le mystère.
Ce qui me fascine particulièrement dans les bols rituels chantants du Tibet, c'est cette pureté du son, cette pureté de la vibration et aussi la durée exceptionnelle de la résonance. Ainsi, la musique écrite pour les bols rituels du Tibet est à l'image de la vie. Naissance d'un son, éloignement, silence, naissance d'un autre son. La vie est respiration, car nous passons notre temps à mourir et à renaître. Les bols chantants rituels du Tibet sont faits dans les 7 métaux précieux, avec parfois même l'introduction de métaux qui viennent des météorites. Les Tibétains ont une relation très étroite, chamanique, avec le ciel, la foudre, la nature, les dieux. Les bols bouddhiques sacrés du Japon sont faits dans une autre matière, avec une autre technique, mais le mystère de ces instruments est exactement le même. Pureté inouïe de la vibration, pureté inouïe du son, avec toujours une fondamentale qui symbolise la terre et un son un peu comme harmonique aigu qui symbolise le ciel. Il y a une relation énergétique très forte entre ces instruments qui viennent d'Asie et le corps humain. Les gongs graves, pour moi, symbolisent la terre. Ils résonnent souvent dans l'abdomen. C'est une sorte de centre de gravité, de stabilité. Les bols bouddhiques du Japon ou les bols rituels du Tibet, dans la manière dont je les joue, touchent plutôt le sentiment et résonne dans la région du plexus. Parfois, dans l'aigu, une petite cloche me rappelle que je ne fais pas attention et elle résonne plutôt au sommet du crâne. Je retrouve avec joie le sentiment de ma verticalité, le sentiment d'un axe, une noblesse de l'être. Et j'éprouve le même sentiment quand je pénètre à l'intérieur de certaines architectures sacrées, des églises cisterciennes, où le seul fait de rentrer dans cet espace me donne le désir absolu d'être debout et aussi debout intérieurement. La méditation, qu'elle soit bouddhique ou chrétienne, m'aide à trouver un équilibre. Mélancolia, pour orchestre, est une commande de musique en liberté dans le cadre d'un concert consacré à Wagner. Je n'ai pas utilisé de citations ou de collages de thèmes de Wagner, à l'exception d'un thème un peu mélancolique pour le cor anglais, qui rappelle de très loin le prélude du 3e acte de Tristan. Mes références dans cette œuvre sont plutôt d'ordre philosophique. Un univers musical poétique, mystique, inspiré par la nature, les nuages, le ciel, l'espace, l'infini, et inspiré par les thèmes essentiels que l'on retrouve dans les mythes, les légendes qui ont inspiré Wagner. Quête du Graal, quête de l'absolu,
chemin initiatique. Dans cette œuvre, je donne beaucoup d'importance au rythme, aux pulsations, au mouvement d'énergie, au battement du temps, aux rumeurs, au continuum qui apporte la vie. À d'autres moments, dans une atmosphère plus mélancolique, on peut percevoir comme des souvenirs d'un monde lointain. Il me faut plus quand il y en a une qui est rapide, il me faut plus les notes lentes de l'autre, c'est-à-dire toum, 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 toum. Sinon, j'ai pas les battements entre les deux. D'accord. Donc, Okay. Tout ce qui est noir, un peu plus soutenu que tout ce qui est proche. Okay. 3. Je ne suis pas du tout préoccupé par les questions de langage, de mode ou d'avant-garde. L'écriture est inspirée plutôt par les concepts liés à l'architecture, ligne horizontale ou verticale, ligne de fuite, équilibre entre le plein et le vide, respiration, espace, imaginaire, cheminement. En pensant à la nature, les bruissements, une sorte d'équilibre entre les rumeurs des violoncelles dans le grave et le côté solaire lumineux des flûtes dans l'aigu. Je suis d'autant plus ému d'assister à la création de cette œuvre que c'est mon frère, Laurent Petit-Girard, qui dirige l'orchestre Salle Pleyel.
Il y a une phrase de René Char qui m'a beaucoup frappé et qui dit, si ma mémoire est bonne, les poètes ne laissent pas des œuvres, ils laissent des traces, car seules les traces font rêver.